Bonjour et bon retour parmi nous. On revient donc avec un nouveau panel dédié à la télé segmentée. J'espère que vous allez être nombreux à nous suivre malgré l'heure du déjeuner. Mais bon, au pire, ça fera un fond très intéressant. Donc, on va parler de sujets peut-être un petit peu plus prospectifs pour cette session, puisqu'on va parler de la montée en gamme de la granularité dans le ciblage, donc des nouvelles capacités de segmentation, ce qui a déjà été fait pendant cette première année d'opération sur la télé segmentée et ce qu'on peut attendre des années à venir. Et on va également parler de mesures de visibilité sur les décodeurs et puis de mesures de performance des campagnes adressées. J'ai le plaisir d'accueillir pour ces sujets-là Béatrice L'Hôpitalier d'Orange Advertising. Bonjour. Bonjour. Ensuite, on a Élise Guillard de M6 Publicité Bonjour. et Thomas Louisetti de France TV Publicité. Bonjour. Je vais vous laisser vous présenter, peut-être expliquer un petit peu vos postes et ce sur quoi vous travaillez dans le cadre de la télé segmentée. Béatrice, si vous voulez commencer. Eh bien, avec plaisir. Bonjour Ophélie, et puis merci pour cette invitation à cette table ronde. Et je suis ravie d'échanger avec Thomas et Louise et Élise. Je pense on échange très, très souvent sur le sujet ensemble. Donc, moi, je travaille au sein de Orange Advertising, donc côté opérateur dans le cadre de la télé segmentée. Et à ce titre, j'assure des fonctions de monétisation de la donnée au sein de Orange Advertising et du coup le suivi de tout ce sujet avec les broadcasters, notamment en matière d'offres data et de suivi du sujet de la télé adressée. Ok. Thomas? Donc moi, je suis en charge de la stratégie numérique et de l'innovation technologique chez France Télévisions Publicité, donc la régie du groupe France Télévisions. Et donc, en fait, c'est des missions qui couvrent à la fois le marketing, la définition des offres digitales et d'autres missions qui couvrent la partie technologique, le développement de solutions. Et donc, au cœur de tout ça, on a un certain nombre de sujets qui visent à digitaliser la télévision. Et donc, la télé segmentée que je pilote pour France Télévisions Publicité et que je représente aussi au sein du SNPTV. Merci. Élise? Donc, bonjour à tous, Élise Guyard. Je travaille chez M6 Publicité, qui est donc la régie du groupe M6. De mon côté, je suis en charge des sujets data, programmatique et partenariat. Et pour ce qui concerne plus spécifiquement la télé segmentée, je suis en charge de tout le sujet de deal avec les opérateurs. Donc, c'est pour ça qu'avec Béatrice, on se connaît bien. Et puis maintenant que c'est signé, toutes les réflexions autour de l'offre de télé segmentée qu'on met à disposition des annonceurs et de leurs agences. Ok. Merci à tous. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Le nerf de la guerre de la télé segmentée, c'est donc la segmentation. Je voudrais revenir avec Béatrice peut-être sur la façon dont le ciblage a été mis en œuvre chez Orange, parce que vous êtes aussi pour présenter le premier opérateur qui s'est lancé en télé segmentée. Donc, quels sont les ciblages qui ont été mis en place chez Orange et puis chez les autres opérateurs, et est-ce qu'on a eu une évolution en fait au cours de la première année d'expérience que vous avez sur ce sujet? Alors, oui, il y a beaucoup de choses qui se sont passées et vous faites bien, Ophélie, de souligner que ça fait 1 an là, que la télé adressée a commencé sur le parc Orange. Alors, effectivement, on a été le premier opérateur à déployer et notre premier spot a été déployé le 16 octobre 2020 à 13 h exactement, et c'était sur France Télévisions. Donc avec nos amis de France TV avec lesquels on a fait ce premier déploiement. Depuis beaucoup de temps et beaucoup de choses se sont passées, et notamment relatives à l'offre data. Alors d'abord, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en termes de volume de remplacement des spots sur le parc Orange, parce que là, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on doit être à 96 millions de spots qui ont été remplacés sur le parc, et que d'ici la fin du mois de novembre, eh bien, pour entamer décembre, on devrait atteindre les 100 millions, ce chiffre assez symbolique des 100 millions de spots qui auront été remplacés sur le parc Orange.
Alors, pour effectivement que ce nouveau marché soit un succès, il faut que les opérateurs soient aussi au rendez-vous de l'offre data. Et ça, on travaille vraiment main dans la main avec les chaînes. Et durant toute cette période-là, on a beaucoup travaillé avec eux. On a créé des routines de travail et on a effectivement fait évoluer l'offre data. Au début, dans les premiers mois, on avait une offre qu'on appelle socle d'une quinzaine de segments. Et maintenant, à l'heure où on se parle, on propose aux alentours de 45 segments aux chaînes de télé. Et l'idée est de faire toujours évoluer cette offre en fonction, bien sûr, des besoins qui nous sont remontés par les chaînes, puisque tout ça est issu d'un dialogue qu'on a avec eux régulier et qui nous permet de répondre à leurs attentes, en tout cas d'essayer d'y répondre au maximum. Et pour simplifier, on a 3 grandes typologies de data, ou en tout cas de segments qu'on propose. La première catégorie, elle est évidente, puisque la télé adressée s'est aussi lancée beaucoup sur ce sujet, qui est le géociblage, donc de pouvoir cibler au code postal, même à la maille de l'iris s'il le faut, au département, à la région. Donc, c'est toute la partie géociblage. Tout ce qui va être issu de la qualification du foyer, où là, l'opérateur va effectivement faire le lien entre le foyer, qu'il connaît bien, et des caractéristiques de ce foyer, le genre, l'âge du porteur du contrat, mais ça peut être aussi, voilà, si c'est un foyer avec famille nombreuse, avec enfants, sans enfants, célibataire, un foyer CSP+, un foyer avec maison, voilà, ou plutôt propriétaire versus locataire, toutes ces typologies de données. Et puis la troisième grosse typologie, c'est tout ce qui est lié à l'usage télé, forcément, ça c'est de la donnée constatée chez les opérateurs, donc de pouvoir isoler des segments du type petit, moyen, gros consommateur télé, ou même petit, moyen, gros consommateur d'émissions de brico-déco, d'émissions de bien-être, d'émissions animalières même. Et justement, durant toute cette période, on a vraiment densifié beaucoup avec les chaînes cette offre liée à l'usage télé et au PMG lié à l'usage et la consommation télé en fonction de thématiques spécifiques et de programmes spécifiques. Alors, vous avez évoqué justement le fait que le nombre de segments a augmenté tout au long de cette première année d'opérationnel. Comment ça se passe avec les autres opérateurs, puisque Orange a été un peu précurseur là-dessus? Est-ce que l'ensemble des segments sont disponibles chez tous les FAI? Est-ce que les régies peuvent s'appuyer sur les mêmes nomenclatures avec tous leurs partenaires opérateurs? Alors, effectivement, dans cette notion de mise à disposition de la donnée, il y a un point qui est important, qui est l'harmonisation entre les opérateurs. Donc ça, c'est un point sur lequel on discute beaucoup avec entre opérateurs, mais aussi entre les opérateurs et les chaînes de télé, pour faire en sorte effectivement que l'offre soit la plus harmonisée possible. Donc, je vous parlais au tout début d'un socle d'une quinzaine de segments qui avaient été proposés dans les premiers mois du lancement de la télé adressée. Tous les opérateurs ont ce socle et proposent ce même socle. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'entre ce socle d'une quinzaine de segments et les 45 auxquels on est aujourd'hui, c'est vrai que Orange a déployé peut-être plus rapidement que les autres opérateurs, mais c'était normal puisque nous, on était en plein déploiement de la télé adressée à ce moment-là. Et le travail d'harmonisation, on est en train de le faire, on est en train de le construire avec les autres opérateurs. L'idée est assez simple, c'est que dès lors qu'on va créer des nouveaux segments, on va créer un référentiel de tous ces segments qui sera partagé entre tous les opérateurs. Et dans ce référentiel, il y aura le segment qu'on propose, la méthodologie pour créer ce segment. Et ainsi, les autres opérateurs, chaque opérateur pourra s'emparer de la méthodologie et répliquer, s'il le souhaite ou non, ce segment, et en fonction aussi de sa capacité à le répliquer aussi, puisqu'on n'a pas forcément tous les mêmes sources de données et les mêmes capacités pour réaliser ces segments. Mais l'idée, effectivement, et le principe est important, il faut qu'on harmonise pour que les clients et les annonceurs qui vont faire des campagnes de télé adressées puissent effectivement bénéficier du même ciblage ou en tout cas des mêmes méthodologies sur l'ensemble des parcs. Thomas, je viens vers vous maintenant puisque Béatrice a évoqué le fait que France TV était donc le premier distributeur aussi à lancer la télé adressable.
du point de vue de la régie, quels sont les segments aussi que vous pouvez proposer aux annonceurs et est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pouvez proposer au-delà des données opérateurs qui sont mises à disposition sur les segments harmonisés dont Béatrice vient de parler? Oui, on essaye d'imaginer des nouvelles choses, mais après, on essaye, la cible, c'est bien celle qu'a rappelé Béatrice, c'est d'avoir vraiment de l'homogénéité. On dit la promesse, il y en a plusieurs dans la télé segmentée, on dit toujours c'est la puissance de la télé, c'est le ciblage du digital. Et la troisième promesse, moi, que je me rappelle, j'essaie de rappeler souvent, c'est la simplicité, parce que si c'est pas simple, ce nouveau marché ne marchera pas. Et donc, dans la simplicité, il y a la promesse d'homogénéité. Il ne faut pas qu'un acheteur se dise cette cible est disponible que chez France Télé Orange et pas chez France Télé SFR, M6 Bouygues, etc. Il faut qu'il puisse acheter la même cible chez toutes les régies et qu'après, elle puisse être activée chez tous les opérateurs. En tout cas, sur 98% des cibles, et on ira chercher quelques optimisations sur les 2% restants, si on schématise à l'extrême. Après, donc nous, ce qu'on a fait, c'est on a essayé un peu de travailler comme Orange, c'est-à-dire que de proposer des choses au marché, de travailler dans notre coin, plutôt dans une démarche d'innovation plutôt que de différenciation. Et donc, en plus des données opérateurs dont on a parlé, en plus des données tierces qui arriveront par la suite et dont on parlera peut-être après, il y a cette volonté d'aller manipuler un petit peu différemment la donnée. Donc, nous, on a sorti récemment des nouveaux ciblages et des nouvelles façons de travailler la géolocalisation. La télé segmentée, c'est une grosse partie tractée par les volontés de géolocaliser des annonceurs. Donc, on a mis à disposition tout ce qui est bassin de vie INSEE, 1600 bassins de vie qui permettent à un annonceur local de cibler ce qu'il a l'habitude de cibler sur d'autres médias, c'est-à-dire des zones de vie précises qui ne s'arrêtent pas à une délimitation très code postal, très administrative. Des bassins de vie, c'est des zones où on retrouve l'ensemble des services et c'est ce type de zone qu'un annonceur local cible. Aussi, dans cette façon de parler local pour des régies qui étaient plutôt des régies nationales comme les nôtres, il y a cette volonté de pouvoir travailler en isochronie, c'est de pouvoir proposer à des annonceurs la capacité de cibler par rapport à des distances, à des temps de par rapport à des temps de trajet, à 5 minutes à pied, à 10 minutes en vélo, à 30 minutes en voiture. C'est ce type de langage qui nous fera être pertinent. Donc nous, on travaille ça sur la même matière brute que les autres, puisque c'est la capacité de cibler des zones iris fournies par les opérateurs et on essaye de travailler un peu différemment la chose. Et si les autres régies le proposent par la suite, on sera heureux puisque la volonté, c'est d'avoir des cibles homogènes. Et puis après, sur les 2% dont je parlais tout à l'heure, qui sont ce qui fera peut-être notre petite différenciation par la suite, même si ce n'est pas l'objectif ultime, on a lancé des cibles, les fans de la maison des maternelles, les fans de Culture Box sur les box Orange, donc activables pour l'instant que chez cet opérateur, mais qui sont extrêmement différenciants en termes de consommation média et qui viennent compléter des cibles un petit peu plus larges de fans de type de programme type sport, cuisine, déco. Voilà, donc c'est aussi des propositions qu'on fait au marché plutôt qu'une volonté de se différencier à long terme. Et peut-être, Ophélie, pour compléter juste le point de Thomas, à l'inverse, de la même façon, quand nous, côté opérateur, on va créer des segments parce qu'on a été challengé par un groupe de chaînes, le segment ensuite qui sera proposé sera évidemment proposé à l'ensemble des groupes de chaînes, exception faite de l'exemple que vient de citer Thomas. Évidemment, si on crée un segment uniquement sur un programme France TV, seul France TV pourra utiliser ce segment sur ces chaînes. Ok. Élise, peut-être revenir un petit peu sur l'expérience d'M6 Publicité, puisque la régie s'est lancée un petit peu plus tard que France TV. Comment est-ce que la collaboration s'organise avec les autres régies et puis aussi avec les opérateurs pour justement travailler ces segments avec vous?
Alors, je confirme tout à fait les propos de Béatrice et de Thomas, et je confirme notamment le fait que nous travaillons main dans la main avec les opérateurs. Donc, c'est vrai que Orange, je cite Orange, mais c'est le cas aussi des autres opérateurs, nous mettent à disposition des segments, mais que nous, comme finalement, c'est nous qui sommes au contact du marché, c'est nous qui sommes capables de remonter les besoins du marché. Et donc, ensuite, d'en parler avec Orange, les opérateurs, et de voir ce qui est possible de faire ou de ne pas faire. Donc, je peux donner 2 exemples. Nous, on peut dire, voilà, le marché est intéressé par les propriétaires d'animaux domestiques. Et là, les opérateurs peuvent me dire, OK, moi, ce n'est pas une donnée que j'ai en propre. Donc, pour construire ça, il va falloir que je passe par un partenaire tiers. Donc, ça, on voit que c'est un processus qui va prendre du temps. En revanche, autre exemple, au moment de l'euro, nous, on a trouvé que c'était intéressant de développer une cible pardon, autour des amateurs de football. Donc ça, finalement, Orange a très bien compris et a créé une cible ad hoc et de façon très rapide qu'on a pu ensuite proposer au moment de l'euro et qui a pu être proposée aussi par les autres chaînes. Et c'est ça qui est intéressant. Et le point que je voulais ajouter, c'est que comme nous, chaîne de télé, on est nous-mêmes finalement des opérateurs, j'ai envie de dire des participants au monde de la data sur l'écosystème digital et que nous-mêmes, on est habitués à construire des cibles, on est habitués à nouer des partenariats, etc. Je trouve qu'on est dans une dynamique très constructive avec les opérateurs parce que, un, on peut les challenger de façon assez saine. Et 2, je pense qu'on comprend assez bien leurs enjeux et ce qui est pertinent de faire ou de ne pas faire. Ce que je vous disais tout à l'heure, par exemple, nous-mêmes, avant même d'en parler aux opérateurs, on sait pertinemment qu'elle est ciblée un propriétaire d'animaux domestiques, ça va être compliqué et la fiabilité, elle va être difficile à trouver. En revanche, on sait que construire un segment autour des amateurs de football, c'est quelque chose qui est plus facilement activable. Donc, je trouve qu'on s'enrichit aussi mutuellement parce que nous-mêmes, on a aussi cette expérience-là sur le digital. Voilà. Ok. Alors, justement, Alice, vous avez évoqué pas mal de partenariats, puisqu'il y a besoin de collaboration, en fait, pour créer tous ces segments-là, que ce soit entre les régies et les opérateurs. La prochaine étape, souvent, qu'on évoque pour la télé segmentée, ça va être de collaborer avec des apporteurs de données tierces. À quel horizon est-ce qu'on peut imaginer ça et peut-être quelles sont les problématiques qui se posent à l'heure actuelle pour pouvoir permettre cette évolution sur le parc des box adressables. Béatrice, peut-être d'un point de vue opérateur, quelles sont les problématiques technologiques qui sont liées à ce sujet-là d'intégration des apporteurs de données tierces? Alors, effectivement, Ophélie, là, ce dont on a parlé jusqu'à présent et l'ensemble des segments qu'on met à disposition des chaînes aujourd'hui sont issus de ce qu'on va appeler la first party data opérateur. Et les enjeux là, qui arrivent, c'est de pouvoir croiser nos bases Orange, c'est-à-dire nos clients Orange opt-in télé, avec des données qui ne soient pas des données opérateurs, mais des données tierces. Donc, ces données tierces, elles peuvent être de deux natures. De la donnée annonceur, un annonceur qui souhaiterait cibler ses propres clients sur le parc opérateur en télé adressé ou bien exclure ses propres clients pour être dans une logique plus de prospection, ou bien des bases tierces voilà, auxquelles le client aurait souscrit par ailleurs. D'un point de vue architecture, effectivement, ça pose des problématiques qui sont différentes et qui sont, la première de ces problématiques, c'est qu'il va falloir matcher dans un endroit sécurisé la base de l'annonceur ou la base tierce avec la base Orange, c'est-à-dire le parc opt-in de l'opérateur, je dis Orange, mais de l'opérateur, hein, puisque l'ensemble des opérateurs seront soumis à la même problématique. Donc déjà, il y a un premier point, c'est-à-dire qu'il faut générer ce matching. Une fois que ce matching est généré, donc lui, il implique quoi? Il implique sans doute des partenaires tiers, hein, c'est-à-dire des gens, des tiers de confiance qui vont pouvoir faire ce matching en toute sécurité et pour l'opérateur et pour l'annonceur en question. Et puis après, ce n'est pas si simple. Un matching, ça a l'air très simple. Jusque-là, tout va bien. On identifie effectivement les communs. Mais après, il faut savoir que
foyer, pour chaque foyer opt-in, il y a un ID qui lui est adressé, c'est un ID par foyer, et qu'il y a plusieurs ID par foyer, notamment chez Orange. Nous, pour un foyer, on va avoir un ID par groupe de chaînes pour être dans des logiques de privacy par design. Et en plus, ces ID, ils vont être modifiés très régulièrement également pour garantir la sécurité et la confidentialité. Ce qui fait que ça veut dire qu'une fois qu'on a fait ce matching, c'est une bonne chose, mais après, il faut s'assurer que le bon ID sera attribué au bon moment et ensuite transmis à la chaîne au moment de la campagne. Donc, on voit qu'une fois qu'on a dit ça, les choses ne sont pas aussi simples qu'un simple matching et que ça demande, côté opérateur aussi, d'avoir toujours une base opérateur avec les bons ID et avec cette rotation d'ID pour qu'au moment où la campagne va être où on va devoir transmettre ces informations aux chaînes, elles soient transmises avec les bons ID pour faire le bon ciblage. Et en soi, effectivement, c'est des architectures sur lesquelles on est en train de travailler pour répondre à la question quand. On est tout à fait serein pour que ça puisse se faire même avant, d'ici décembre, côté Orange. Et je crois que les autres opérateurs aussi sont prêts de ce côté, puisqu'on sait qu'SFR avait déjà fait ce type de cas d'usage. Je crois que c'était au mois de juin, aux alentours du mois de juin avant l'été. Donc oui, les opérateurs sont prêts pour répondre en tout cas à ces nouvelles demandes. Ok. Et alors, du côté régie, quelles sont les problématiques qui vont se poser? Élise, je pense notamment, il y a des problématiques qui se posent en termes de consentement, surtout du côté des apporteurs de données. À quel point est-ce que les régies sont impliquées sur cette question-là? Alors effectivement, déjà en préambule, le cas d'usage dont on est en train de parler, il est très attendu par le marché et nous-mêmes, on est impatients de pouvoir le proposer et de lancer les premières campagnes. Au-delà des sujets technologiques évoqués par Béatrice, effectivement, il y a un point d'attention qui est un point d'attention juridique. C'est qu'on est dans un monde où il existe le RGPD et qu'il est primordial pour les chaînes de télévision, les opérateurs et les annonceurs de respecter absolument la transparence et la donnée des utilisateurs. Donc, la question qui se pose, c'est surtout celle du consentement de l'utilisateur. Donc, par exemple, l'annonceur qui veut retrouver ses clients sur la télé segmentée pour les cibler spécifiquement, il va falloir que l'annonceur ait bien un consentement pour cet usage-là. Donc, ça ne peut pas être uniquement un consentement général à la publicité ciblée. C'est bien soit un consentement dédié pour cet usage, soit un consentement qui est lié au matching avec la base tierce, par exemple celle de l'opérateur. Mais en tout cas, il est clé que l'annonceur récolte le consentement pour qu'on puisse activer ce type de campagne. Voilà, donc c'est plutôt un point de vigilance qu'un gros challenge, mais c'est vrai qu'il est important de l'avoir en tête avant de pouvoir lancer ce genre de campagne. Mais on a vraiment hâte, je pense que Thomas, tu es d'accord avec moi, peut-être tu peux donner un éclairage sur Ouais, bien sûr, les on est autres challenges. oui, bah, vous avez bien précisé les deux, hein. C'est à la fois de la techno et juridique dans un premier temps, parce que l'opportunité business, marketing, elle est assez évidente. Il y a, Elle est assez évidente parce qu'on arrive à un moment où, en termes de reach, on est capable aussi de cibler des segments niches, puisque c'est surtout ces segments niches qui vont venir bien compléter les segments opérateurs plus volumiques qui sont recherchés. Pour rappel, je pense que ça a été dit sur d'autres panels, mais on sera à 5,6 millions de foyers adressables, c'est-à-dire techniquement éligibles et optinés au 1er janvier. Donc 20% des foyers français. C'est plus de 7 millions à la fin de l'année 2022 selon les projections des opérateurs. Donc là, on a la capacité après à retoucher assez finement des segments sur des campagnes qui auront un impact après sur les ventes. L'intérêt de ces bases tierces, il est
schématiquement, après des fois c'est un peu remis en cause, mais moi j'aime bien ces chiffres, c'est de se dire, si on se projette à 3-4 ans, on peut se dire qu'il y aura 60% du business qui se fera sur la base de la géolocalisation toujours, parce que la géolocalisation, c'est les annonceurs locaux qui viennent en télésegmenté parce qu'ils n'avaient pas accès à l'écran télé jusqu'à présent, et c'est des annonceurs qui faisaient déjà de la télé, mais qui vont différencier leur message. Donc ça restera quand même la promesse principale de la télé segmentée encore quelques temps. Après, on a peut-être 20% du business qui va se faire sur des segments tels que Béatrice les a exposés tout à l'heure, sur des segments assez volumiques, sur la typologie du foyer au sens large, notamment sur quand on arrive à toucher des choses un peu plus précises comme propriétaire de maison, etc., qui viennent compléter la présence d'enfants et qui peuvent se croiser avec de la géoloc. Et après, il y a 20% quand on regarde ce qui se fait à l'étranger, qui est vraiment du segment plus de niche, où là, on va avoir besoin des Bastières, cibler ses clients, cibler certains types de clients, mes top clients, ceux qui sont passés en magasin il y a 2 semaines pour leur mettre un message particulier dans le respect des lois, bien entendu, on vient de le dire. Et ça, c'est là où on va venir capter du business qui se fait aujourd'hui sur le digital, qui est aussi l'enjeu de la télé segmentée principale, hein, c'est de se dire qu'on doit pouvoir aller prendre faire du complément par rapport à des campagnes qui se font sur des grandes plateformes digitales. Merci beaucoup. Un autre sujet aussi qui est très d'actualité et qui est encore plutôt encore en train de travailler, ça va être la mesure de performance des campagnes segmentées. Alors, il y a plusieurs enjeux sur ce sujet-là, mais une première chose peut-être pour replacer un petit peu le contexte, qu'est-ce qu'on est déjà capable de mesurer vis-à-vis des campagnes segmentées? Thomas, tout à l'heure, a mentionné la promesse du digital. Est-ce qu'on a justement ces indicateurs du monde digital qui s'appliquent aux campagnes adressables? Béatrice, peut-être d'un point de vue opérateur, qu'est-ce que les opérateurs peuvent mesurer sur les campagnes remplacées? Alors, les opérateurs, effectivement, aujourd'hui, ils envoient un certain nombre d'informations une fois que la campagne a été jouée, une fois que le spot a été remplacé. Donc, juste pour faire un petit rappel quand même du workflow, ça peut être intéressant pour rappeler un peu ce qui se passe quand on a un foyer qui est éligible à la télé segmentée, que ce foyer est devant son poste, qu'il y a un écran qui va commencer. Donc, la set-top box, qui sait qu'il y a un écran qui a été marqué en téléadressé, va envoyer une ad request à l'adserveur de la chaîne. La chaîne va répondre à l'opérateur et à la set-top box en lui disant si effectivement il y a un spot qui doit être remplacé au cours de ce tunnel, et l'adserveur de la chaîne va faire cet ad decisioning en fonction des attributs qui auront été préalablement envoyés par l'opérateur à l'adserveur de la chaîne, tous les attributs du foyer, et comme ça l'adserveur peut savoir s'il doit remplacer un spot parce qu'il est en face d'un foyer CSP+, ou un foyer qui est un gros consommateur télé ou un petit consommateur télé. À partir de là, la box va jouer le remplacement du spot. Et donc, elle va faire ce remplacement. Et une fois que le remplacement a été fait, de la même façon, il va y avoir une information retour de la box à l'adserveur de la chaîne qui va donner un certain nombre d'informations. Et dans ces informations, ça va être des informations notamment de quartile de complétion. Donc, l'adserveur va savoir si effectivement le spot a été vu au quartile 1, au quartile 2, au quartile 3, ou de façon totalement complète. La plupart du temps, d'ailleurs, c'est vu de façon complète. On voit bien qu'on est sur le média télé et qu'on n'est pas là pour le coup sur du digital. Et de la même façon, s'il y a eu une erreur, parce que par exemple la durée du spot remplacé n'était pas la même que la durée du spot broadcasté, auquel cas la box ne joue pas la pub pour éviter que l'expérience utilisateur soit mauvaise. Et dans ce cas-là, s'il y a eu des erreurs de ce type, c'est renvoyer également cette information à l'adserveur qui, du coup, au niveau des chaînes, vous avez des informations du type, effectivement, nombre d'impressions réellement remplacées, quartile de complétion, et également, à partir du moment où l'adserveur il a l'ID de la box qui fait le remplacement, il peut aussi gérer de son côté le capping de la campagne. Donc, on voit qu'on est effectivement sur des indicateurs aujourd'hui qui sont très proches des indicateurs du digital.
Justement, on a effectivement des indicateurs qui répliquent quasiment ce qu'on vend sur du digital vidéo. Est-ce que ce serait pertinent d'avoir des mesureurs sur l'écran télé? C'est un sujet sur lequel j'avais discuté avec Élise, le fait que d'avoir des mesureurs qui répliquent un petit peu ce qu'on se fait sur le digital, c'est-à-dire compter le nombre de pixels visibles à l'écran, etc. Est-ce que ce serait intéressant de les avoir sur la télé segmentée? Élise, est-ce que tu... Mon avis, hein, ça n'engage que moi, c'est qu'aujourd'hui, les mesureurs, ils permettent de valider la performance publicitaire sur le digital. Donc, on parle beaucoup de visibilité, de brand safety et de fraude, ou plutôt d'absence de fraude. Et sur l'écran de télé, finalement, ces indicateurs, ils sont excellents par nature. Donc, de mon point de vue, l'arrivée des mesureurs sur l'écran de télé, il est vraiment questionnable, voilà, dans le principe. Et après, je ne parle même pas des problématiques technologiques, si on voulait les mettre en place sur l'écran de télé, parce que ce ne serait pas si simple, premièrement. Et deuxièmement, il faudrait évidemment veiller à ce que ces acteurs-là ne viennent pas dégrader l'expérience publicitaire par des latences et ce genre de choses. Donc, pour moi, ce n'est pas du tout une priorité que ces mesureurs arrivent sur l'écran de télé. Je remets même en cause la pertinence de cela. Ok. Un autre sujet sur lequel Orange a travaillé déjà avec Médiamétrie, ça va être comment est-ce on va travailler sur le GRP diminué des spots remplacés. Peut-être du côté régie, Thomas, quels sont les enjeux là-dessus quand on vend une campagne linéaire traditionnelle à un annonceur et que derrière, certains spots vont potentiellement être remplacés du fait des capacités de la télé segmentée? Ouais, effectivement, Béatrice en parlera peut-être, il y a toute une démarche des opérateurs avec Médiamétrie pour tendre vers ce qu'on appelle depuis longtemps une sorte de panel hybride. Mais dès le départ, nous, on a travaillé avec Médiamétrie pour aller sur quelque chose de très concret, c'est-à-dire bien retraiter les campagnes linéaires des contacts qui ont servi à faire de la télé segmentée. Parce que si j'enlève à ma campagne linéaire un contact pour lui diffuser une campagne ciblée différente, en quelque sorte, on aurait pu nous reprocher d'avoir vendu 2 fois le même contact et on aurait tué notre offre avant même de la sortir. Donc, c'était un enjeu dès le départ de faire ce retraitement. Aujourd'hui, il est opéré depuis plusieurs mois par Médiamétrie. Donc, les campagnes linéaires sont retraitées des des contacts qui ont été substitués. Et ça permet aux acheteurs de retrouver dans leurs différents outils de média planning en fait, la réelle efficacité de la campagne linéaire. Je ne rentrerai pas dans le détail parce que c'est assez technique et puis ce n'est pas super passionnant à l'heure du midi de comment ce protocole a été défini, mais voilà, ça fait partie des chantiers qu'on avait placés tout de suite comme prioritaires et qu'on va continuer d'enrichir parce que la précision de ce qui est à la fois apporté à travers la télé segmentée, on a commencé à le dire, va aussi continuer à s'enrichir non-stop avec des nouveaux indicateurs qui viennent plutôt du digital, qui sont très déterministes, qui vont permettre de savoir exactement l'impact de la campagne de télé segmentée qui a été diffusée. Mais il ne faut pas oublier aussi de de faire la même chose sur la campagne linéaire, c'est-à-dire de retraiter plutôt des indicateurs télé de cette nouvelle expérience où en fait, on est au croisement des deux mondes. Mhm. Et Un autre... effectivement, pardon, pour Pardon. compléter, l'objectif pour nous, c'est bien d'être très transparent par rapport aux annonceurs et vraiment de piloter l'impact de la télé segmentée sur les campagnes nationales et éventuellement de faire les ajustements nécessaires, l'objectif étant que personne ne soit lésé, surtout. Mhm. Un autre sujet qui tient aussi à des indicateurs du digital, on parlait tout à l'heure de répétition et de capping. Maintenant que les opérateurs ont la visibilité sur les spots qui vont être remplacés sur des campagnes sur plusieurs chaînes, est-ce qu'il y a déjà un travail de fait sur l'harmonisation entre les régies, peut-être pour permettre aux annonceurs d'avoir du capping sur des campagnes multi-chaînes? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel le marché est déjà assez avancé?
Béatrice, peut-être sur le rôle des opérateurs, comme il y a une visualisation du côté device de ce qui se fait sur toutes les chaînes. Est-ce que vous avez un rôle là-dessus? Alors, pour l'instant, à date, on n'a pas de rôle là-dessus, mais c'est vrai que si on regarde les choses… Alors déjà, pour répondre à la problématique de la gestion du capping, comme je le disais tout à l'heure, nous, les chaînes aujourd'hui sur le parc opérateur ont un ID, donc elles peuvent gérer le capping de leur côté grâce à cet ID. En revanche, la question qui a été posée, c'est sur un capping multi-chaîne, où là, effectivement, aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas du côté opérateur que ça peut se jouer. Du côté opérateur, là où on peut se poser des questions sur ce qu'on pourrait apporter sur ces sujets, c'est post-campagne. C'est-à-dire qu'effectivement, post-campagne, un opérateur va avoir une vue des foyers qui ont été exposés à la campagne et là de façon multi-chaîne, donc dédupliqués. Et auquel cas, l'opérateur, on va se mettre dans un mode théorique, l'opérateur, effectivement, en fin de campagne, pourrait tout à fait aujourd'hui travailler sur des notions, je ne sais pas si vous vous rappelez ça, de reporting, où il pourrait donner une vision multi-chaîne sur son parc opérateur de la diffusion de la campagne par foyer et par classe de campagne. Ce foyer-là a été exposé une fois, deux fois, trois fois à la campagne et de façon, on va dire, consolidée, multichaîne, puisque ça, l'opérateur a cette vue multichaîne. En revanche, l'opérateur a une vue multichaîne sur son propre parc. C'est vrai qu'après, eh bien forcément, les parcs des différents opérateurs sont disjoints, donc on pourrait tout à fait agréger ces informations et pour avoir une vision globale de la campagne multi-chaîne et multi-opérateur. Une fois que ça s'est dit, aujourd'hui, on en est tout juste à commencer à défricher ces sujets, à commencer à regarder comment on pourrait y répondre, comment on pourrait industrialiser ça, parce que, encore une fois, entre la théorie et la pratique, il y a un monde, et ce monde-là, c'est l'industrialisation, la répétition en fonction d'un volume qui pourrait être très important de campagne. Donc, il faut qu'on s'organise aussi de ce côté-là, si c'est une demande, qui nous est faite de la part du marché. Et on pressent que cette demande, elle sera faite et qu'elle sera en plus tout à fait légitime. Et après, il y a un autre souci, une autre problématique, c'est que effectivement, l'opérateur peut avoir cette vue dédupliquée de l'exposition de la campagne par chaîne et multichaîne, mais après, il y a une question de gouvernance, c'est-à-dire les opérateurs n'ont pas du tout de lien avec les annonceurs. Nous, ce sont les broadcasters qui gèrent cette relation avec l'agence, avec l'annonceur, c'est comme ça. Donc, une fois qu'on a ce reporting, qui consolide, qui fait le lien, voilà, je pense qu'il y a énormément de questions, et d'ailleurs, c'est très bien parce qu'on est dans un marché qui se construit et que, on est au cœur de toutes ces questions. Et on a beaucoup de discussions avec le SNPTV, entre le SNPTV et la F2M, qui est l'instance de représentation des différents opérateurs, pour itérer, pour réfléchir et pour voir comment on peut répondre à toutes ces nouvelles demandes qui commencent à émerger. Thomas et Élise, du côté régie, est-ce que c'est une demande qui a déjà été identifiée de la part des annonceurs et est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez en collaboration entre les régies, justement? Oui, tout à fait. C'est une demande qui émane des annonceurs et des agences. C'est un sujet qu'on a bien en tête et qu'on aborde au sein du SNPTV. Et comme l'a dit Béatrice, il y a encore beaucoup de questions qu'on se pose, donc sur lesquelles on n'a pas forcément abouti aujourd'hui. Ok. Tout à fait, non, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Le point, c'est on revient toujours à cette promesse, le meilleur des deux mondes. Et l'enjeu, c'est de mettre des indicateurs du digital sur l'écran télé. Le télé avec le côté vue à la télé, le média roi, la taille de l'écran. Donc, c'est ça qui… Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un certain nombre de choses qui, côté télé linéaire, sont déjà présentes, inscrites dans les mœurs, c'est-à-dire le fait de pouvoir avoir cette vision 360 multi-chaîne d'un certain nombre d'indicateurs, ce qui n'est pas toujours le cas sur les plateformes de replay IPTV où c'est encore siloté. Donc, si, encore une fois, on revient à cette idée, on va prendre ce qui se fait de mieux dans chaque point, c'est un point qui est ultra identifié depuis longtemps et qu'il faut absolument qu'on fasse avancer avec les annonceurs d'avoir cette vision 360 multi-chaîne.
Mhm. Et alors, un dernier point qui est aussi un sujet très, très, très actuel, je dirais, ça va être mesurer l'impact de la télé segmentée sur les comportements de consommation. Est-ce qu'on a déjà des retours là-dessus? Parce que même ça fait seulement un an que la télé segmentée en France a été lancée. Donc, est-ce qu'on a déjà des études qui ont été faites? Est-ce qu'on a déjà des cas qui peuvent montrer un petit peu l'intérêt de la télé segmentée sur les applis de vente? Peut-être Thomas et Élise, du point de vue régie, est-ce que vous avez déjà des choses qui sont utilisées pour onboarder plus d'annonceurs justement sur ce média-là? Alors, Thomas, tu veux que je démarre? Ouais. Vas-y. Donc, moi, je voudrais juste partager un point, c'est que premièrement, la télé segmentée, effectivement, elle vient de se lancer et c'est un peu tôt pour tirer beaucoup, beaucoup de bilans. En revanche, on voit qu'il y a des annonceurs qui reviennent. Donc ça, déjà, c'est une première preuve de son efficacité. Deuxièmement, au niveau du SNPTV, bien sûr, on travaille à mesurer la performance et l'efficacité de la télé segmentée. Donc, ça fait partie des sujets qui devraient aboutir l'année prochaine, le temps de se mettre d'accord sur le partenaire avec lequel on travaille et la méthodologie. Donc, moi, je pense que c'est vraiment très prometteur. Et Thomas, je pense que toi, tu as à disposition peut-être en tête, il y a déjà différentes études qui ont été publiées Ouais. à l'étranger, si tu peux Ouais, tout à partager fait. ça. On a été un peu obligé de s'appuyer au début sur comment le marché se lançait en France sur des études de l'étranger. Après, avant de partager les chiffres qu'on a pas mal répétés, le point, c'est, pour pas oublier, c'est effectivement là où on commence avec, nous, on a aujourd'hui 120 campagnes, une centaine, presque 100 annonceurs. Donc, euh, à avoir du recul, on voit que on n'est pas encore capable de mettre des chiffres, et ça sera l'enjeu des prochaines semaines, sur l'efficacité campagne par campagne. On a à peu près 15% des annonceurs qui sont déjà revenus, certains sur 3 ou 4 campagnes. Donc, c'est que eux, de leur côté, voient des choses, voient des résultats positifs et reviennent. On n'est plus dans une juste venir pour faire de l'innovation. Si ça n'a pas d'impact, ils ne reviennent pas. Euh, et, euh, et donc, ça, c'est déjà ultra encourageant. Après, nous, avec Elise et donc le SNP TV, on a rencontré Sky en Angleterre, qui est sûrement parmi toutes les initiatives, puisque la télé segmentée, en France, telle qu'elle a été déployée, c'est assez unique exactement dans ses contours. Mais l'exemple qui s'en rapproche le plus, c'est sûrement celui de Sky. Et donc, ils ont fait une grosse étude pendant plusieurs mois pour essayer de mettre des chiffres génériques, parce qu'ils avaient beaucoup de use cases qui montraient plus 10% sur les ventes, plus 30% de leads, plus 50% de visites sur le site Internet. À chaque fois, on peut quand même se dire que c'est des situations assez particulières. On ne sait pas quels sont les autres médias qui sont activés. Donc là, c'était une façon d'isoler. Donc, il y a 6 chiffres qui ont été publiés par Sky, mais c'est une étude qu'on trouve un peu partout maintenant. C'est de se dire déjà que côté utilisateur, la télé segmentée, ça réduit le zapping de moins 48% de zapping, et qui se retrouve dans l'agrément publicitaire. Donc, c'est l'attention qu'on a sur pardon, l'acceptation de la publicité, plus 10% d'acceptation d'agrément publicitaire sur les pubs de télé segmentée, plus 35% d'engagement publicitaire, c'est-à-dire l'attention qu'on porte à ces pubs, c'est normal puisqu'elles sont ciblées. Et après, la bascule, c'est mesurer ça sur l'impact en termes d'indicateurs branding, pour finir après sur les indicateurs dits de performance. Mais déjà, et c'est là que c'est assez intéressant, c'est sur les indicateurs branding un peu historiques de la télé, il y a un boost assez important, plus 4% de notoriété spontanée, plus 49% de mémorisation publicitaire et plus 20% d'intention d'achat. Cette intention d'achat se retrouvant après dans les chiffres de boost de leads, de ventes, de visites en magasin, mesurés campagne par campagne. Mais ça, rien que ces chiffres assez macro montrent qu'il y a une efficacité qui est théorique, forcément posée là, qui est celle du ciblage et de la personnalisation du message, mais qui se traduit et qui se vérifie dans les faits. Mhm. Alors du coup, quelles sont les solutions qui sont envisagées actuellement par les acteurs français justement pour reproduire ces études-là et les appliquer au cas spécifiquement français? Peut-être est-ce qu'on s'appuie plutôt sur des
des solutions qui ressemblent au monde de la télé, c'est-à-dire des pannélisations, un suivi des audiences plus global, ou alors des solutions qui sont plutôt issues de l'écosystème digital. Il y a déjà des choses qui sont faites. Peut-être Béatrice, du côté opérateur, est-ce qu'il y a une prise de participation sur ce sujet-là? Alors oui, forcément, côté opérateur, on sait qu'être en capacité d'apporter au marché des preuves de l'efficacité, c'est quelque chose d'essentiel si on veut que le marché continue sa dynamique. Donc nous, côté opérateur, on a deux types d'approches. Une première approche qui est des tests qu'on est en train de mener depuis quelques mois, des tests pour déjà travailler sur ce qu'on peut faire, c'est-à-dire avec les logs opérateurs, avec ce qu'on a en matière, comme matière, nous, brute chez les opérateurs, c'est-à-dire les logs, c'est-à-dire les foyers exposés ou pas exposés. Et aujourd'hui, on a la capacité de pouvoir, en tout cas, commencer à regarder des logiques de complémentarité du reach incrémental entre une campagne linéaire et la même campagne qui aurait eu un ciblage, par exemple, sur les petits consommateurs télé, pour voir si la campagne adressée sur les petits consommateurs TV va apporter un reach incrémental, et notamment sur les petites classes de contact à la campagne linéaire. Et ça, c'est des approches qui sont intéressantes, parce que ça, on peut les faire aux bornes de l'opérateur, on peut commencer à regarder. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Maintenant, il faut aussi qu'on ait beaucoup plus de use cases pour pouvoir en tirer aussi des learnings. Mais les premiers résultats, en tout cas, commencent à être encourageants des premières choses qu'on est en train de lire. Mais je ne peux pas de toute façon vous les partager à ce stade, parce que l'idée est plutôt de vous partager les méthodes et ce sur quoi on commence à travailler. Et puis, la deuxième ligne de conduite côté opérateur, c'est de s'associer à des gens dont c'est le métier aussi de mesurer l'efficacité des campagnes. Et donc là, nous, on a noué un partenariat avec Marketing Scan pour créer une offre qui s'appelle Ad for Sales. Donc aujourd'hui, c'est une offre qui doit mesurer l'efficacité d'une campagne linéaire sur des ventes en magasin, avec une association avec l'opérateur SFR, l'opérateur Orange et Système U et Marketing Scan. Mais l'idée à terme est, quand on aura l'antériorité et le reach suffisant, de pouvoir faire la même chose sur des campagnes de télé adressées et de pouvoir prouver, nous l'espérons, l'efficacité de ces campagnes. Merci beaucoup. On arrive à la fin de ce panel. Donc, je vous remercie tous les trois d'avoir été avec nous. On va revenir dans une vingtaine de minutes pour parler du programmatique sur l'écran TV. Donc, revenez nombreux. Et merci à Béatrice, Thomas et Élise d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci et à très bientôt. À bientôt.